C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve évidemment à 23h minuit. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, c'est votre rendez-vous sport dans le Campus Sport Club pour revenir sur l'actualité sportive, les grands résultats et les belles histoires qui rythment nos vies. Nous, férus de sport, pour m'entourer ce soir encore 4 fabuleux chroniqueurs. Ils m'ont fait savoir, c'est vrai que c'était le club de L1. Ce soir, je crois que c'est ma première émission 100% L1. À vérifier, bien sûr, depuis ce début de saison. On est déjà à la 12e, avec les hors-séries en plus qu'on vous invite à aller écouter sur la plateforme. Donc là, les 4 mousquetaires pour m'accompagner. Arthur, Robin, Maxime, Malo. Comment vous allez, vous tous les 4 du coup? Super. C'est bon là. Moi ça va super. C'est comme un five. En fait, vous connaissez déjà, vous savez déjà comment faire les passes des aux autres. Bah oui, c'est facile. Le débat il va être facile, je pense. C'est parfait. C'est ce qui m'inquiète le plus. On y reviendra bien plus tard. Mais vous allez bien en tout cas. Arthur, confiant. C'est ça, confiant. Rendez-vous avec les copains, prêt à dérouler notre football. C'est ça. En fait, je suis l'intrus. Donc, moi, je vais vous laisser. La semaine dernière, je n'étais déjà pas à la présentation. Loïc a assuré aux manettes, Martin à la régie, et bien sûr les autres chroniqueurs qui les ont accompagnés. C'était vachement bien. Nous aussi, on va faire tout aussi bien. Vous étonnez pas. D'ailleurs, on va pouvoir attaquer tout de suite. Arthur, en plus, il était encore sur l'ordinateur tout à l'heure. Il avait un peu de boulot ce soir. On va attaquer avec les résultats. C'est ça. Vous n'avez pas suivi les derniers résultats sportifs? Pas de panique. On fait le recap dans le CSC. Tu avais hâte. C'est ça. J'étais déjà prêt. T'étais prêt. Tu vois, là, t'avais envie surtout de parler de volley, mais ça aussi, on le garde pour après. Évidemment. Parce qu'il s'en est passé des choses ce week-end et cette semaine. Oh oui. Commençons ces résultats par la victoire de l'équipe de France féminine de football lors du match retour de la petite finale de la Ligue des Nations. Les Bleus ont fait 2-2 face à la Suède. Alors qu'elles ont ouvert le score par intermédiaire de Clara Matteo, juste avant l'heure de jeu, les joueuses de Laurent Bonadei ont encaissé 2 buts dans les 10 dernières minutes. La délivrance est venue d'un but de Kelly Gago lors des prolongations. Vendredi dernier, les Bleus étaient sortis victorieuses 2-1 du premier round à Auguste Delaume, avec un petit hold-up et une victoire arrachée à la 96e grâce à une tête de Gridjenbok. Un peu plus tôt dans la journée, c'est l'Espagne qui a remporté cette compétition. Les Espagnols se sont imposés sans trembler 3-0 face à l'Allemagne. Lors du match aller, il y a eu 0-0. Et oui, particularité de la Ligue des Nations féminines, la finale se joue en aller-retour. Grâce à ce succès, les Espagnols conservent leur titre. Du côté de notre cher Ligue 1, nous avons eu le droit à une journée à rebondissement. Dans le choc de cette 14e journée, le Paris Saint-Germain se déplaçait ce samedi à Monaco. Et ce sont les Parisiens qui se sont inclinés sur la plus petite des marges. Les joueurs de Luis Enrique voulaient enchaîner après leur victoire en milieu de semaine face à Tottenham, tandis que les Monégasques souhaitaient eux rebondir après leur nul face à Paphos. Et c'est le club du Rocher qui l'a emporté grâce au seul but de la rencontre inscrit par Takumi Minamino, au terme d'une partie maîtrisée. Le scénario du match aurait pu être bien différent si Lamine Camara avait été exclu dès la 12e minute suite à une terrible semelle sur la cheville de Lucas Chevalier. Pauvre Chevalier. Avec le faux pas parisien dans l'après-midi, l'OM avait la possibilité face à Toulouse de s'emparer de la tête du classement en soirée. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire puisqu'ils ont concédé le nul de partout en toute fin de match. Les Marseillais menaient 2-1 à l'entrée du temps additionnel. Pachao et Heuberg avaient répondu à la magnifique ouverture du score d'Emerson. Les Olympiens souhaitaient déjà reproduire le même scénario que face à Newcastle en Ligue des Champions. Mais Santiago Hidalgo, jeune attaquant argentin du TFC, en a décidé autrement. Il a profité d'une longue touche, qui est très à la mode en ce moment, pour venir doucher les espoirs marseillais. Lors de ce match, l'OM a concédé son 4e but dans le temps additionnel de fin de match, ce qui fait beaucoup à ce moment de la saison. C'est donc le Racing Club de Lens, notre club d'Ordis, 3e avant cette journée, qui pouvait s'installer en tête de la Ligue 1 en cas de succès à Angers. Et c'est chose faite. Les 100 et or n'ont pas tremblé et l'ont emporté 2-1 au stade Raymond Kopa. Ils ont profité d'un Florian Thauvin décisif qui a inscrit un doublé crucial. Le premier but est venu d'un missile qui est parti de son pied gauche pour venir se loger dans la lucarne du gardien angevin. Le second,
Patator. Exactement. Le second est un petit peu différent puisque c'est une frappe déviée, mais comme on dit, la chance, ça se provoque. Les Artésiens ont tout de même dû s'employer pour conserver les 3 points, puisqu'Angers a réduit le score à un quart d'heure de la fin grâce au jeune Harouna Djiberin. Grâce à cette victoire, les Lensois sont leaders, une place qu'ils n'avaient pas occupée depuis août 2004, où on n'était pas nés, tout simplement. Oui, moi. Alors, tu crois quoi? Non, c'est beau ce succès lensois qui leur permet d'être nouveau leader de Ligue 1. C'est ça, Avec un petit point d'avance c'est ça. sur Paris. Vous retenez ce succès, cette victoire, cette première place avant tout, ou c'est aussi plutôt les contre-performances des poursuivants au titre qui vous ont marqué? Je retiens surtout Lens, et c'est vrai que c'est très serré en Ligue 1 cette année, ça fait plaisir un peu de voir un peu l'adversité entre les prétendants au titre. Et j'ai hâte de voir si Lens pourra conserver sa place de leader. Sur les prochains matchs, on va voir s'ils ont les épaules pour tenir face au Paris et Marseille qui vont vouloir remonter. Derrière, ils ont faim, ces Marseillais, ces Parisiens. Est-ce que vous, Aubin ou Maxime, Ouais. vous retenez aussi peut-être une contre-performance de l'un comme de Ouais, l'autre? moi je suis d'accord avec Malo. Je suis très content de voir des équipes, énormément d'équipes françaises qui sont en forme en ce moment en France et en Ligue 1. Après, je retiens quand même de nombreuses contre-performances. C'est le cas de Marseille qui est revenu, où Toulouse est revenu en score dans le match. On retient donc quand même quelques contre-performances, mais on tient quand même à souligner Lens qui a fait quand même un très très bon début de saison et bravo à eux en fait. Bravo avec leur effectif C'est fou. d'être premier. Et puis on l'a dit, c'était il y a 21 ans, donc c'est énorme. Oui, donc pour certains, n'étaient pas nés effectivement. D'ailleurs, ce match contre Toulouse, moi qui étais au stade fin octobre pour Marseille-Angers, ça répond exactement au même schéma. Ouverture du score de l'adversaire, Marseille qui doit répondre dans un stade Vélodrome qui pousse et qui brûle avec 2 buts qui s'enchaînent rapidement, et 90 plus le 2-2 qui vient doucher tout le monde. 4e but, comme tu le soulignais Arthur, dans le temps additionnel. Ça fait aussi pas mal de points perdus par l'OM dans ce temps-là. Et pour Paris, défaite à Monaco, mais surtout ce tacle sur Lucas Chevalier, ce tacle de boucher de Lamine Camara sur la cheville et qui n'a écopé que du jaune. Est-ce que vous étiez d'accord avec ce jaune? Parce que là, j'en fais des caisses, ça se trouve, vous êtes dit, ah bah non, il y a jaune, Adrien, il y a pas de... Bah pour moi, il y avait rouge. Ah, il y a un énorme rouge quand même. Ah, Maxime, tu sais? Ouais, il est violent le tacle. Et je sais plus, Chevalier a pu continuer le match ou pas? Oui, Il a pu continuer le match. Il a fait un très bel arrêt aussi. C'est quand même un petit dans miracle. Dans cette rencontre, mais il a quand même fini par concéder ce but. Après, De- ce que je disais aussi, les instances d'arbitrage françaises sont revenues justement sur cette décision. Ils ont dit que Turpin s'était trompé sur ce tacle-là et aurait dû mettre le rouge. Donc, Bon, là-dessus, au moins, il est logique. tout va bien. Un dernier petit mot de football, peut-être, Arthur, avant C'est de ça. switcher. On finit avec le voisin de Lens, donc le LOSC, qui a aussi fait le travail en déplacement au Havre en s'imposant 1-0. Cela semblait mal embarqué après l'exclusion d'Ayoub Boadi suite à un accrochage en tant que dernier défenseur sur Godson Kireme. En infériorité numérique, le LOSC s'en est remis à ses individualités avec un grand Berkehauser dans les buts et une magnifique combinaison entre les entrants Haralson, Mbappé et Igaman. Le buteur marocain était déjà au départ de l'action avec un superbe dribble, que je vous invite à aller revoir. Ce succès permet aux Lillois de conserver leur 4e place et de regarder vers le haut. Donc les clubs qu'on a cités, Paris, Marseille et Lens. Finissons cette partie football par une note sud-américaine, et plus précisément brésilienne, puisque samedi soir avait lieu la finale de la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud. La rencontre opposait les clubs brésiliens de Flamengo et Palmeiras. Ce sont les joueurs de Flamengo, entraînés par Felipe Luis, qui se sont imposés 1-0 grâce à un but de l'ancien joueur de Manchester City ou encore de la Juventus, Danilo. Ce trophée fait de Flamengo le club le plus titré du pays, avec 4 sacres dans la compétition. Changeons de sport et passons au handball, puisque ce soir se tenait le 3e et dernier match de la France en phase préliminaire du championnat du monde face à la Pologne. Ce match avait pour enjeu la première place du groupe F, puisque les 2 nations étaient déjà qualifiées pour le tour principal avant le début de la rencontre. Les tricolores se sont imposés 41-28. Après une première mi-temps équilibrée, elles ont haussé le curseur en 2e période. Les Bleus, qui possèdent un groupe rajeuni dû aux nombreuses absences, avaient parfaitement entamé leur tournoi avec 2 victoires écrasantes. La première contre la Tunisie vendredi 43-18 et la seconde encore plus impressionnante contre la Chine 47-21. On reste dans l'univers mondial, mais on bouge sur les parquets de basket. Exactement, puisqu'en parlant de Coupe du Monde, les basketteurs français vont eux tenter de se qualifier pour les mondiaux de 2027 qui auront lieu au Qatar. L'équipe de France s'est inclinée hier face à la Finlande 83-76. Les Bleus, qui ont fait la course en tête la majorité du match et qui menaient encore 70-63 à 5 minutes de la fin, se sont totalement écroulés dans le Money Time.
Ils ont encaissé un cinglant 26 dans les 5 dernières minutes pour finalement s'incliner 83-76. 3 jours plus tôt, ils l'avaient emporté face à la Belgique 79-63. Malgré une équipe complètement remaniée, ils ont disposé de cette vaillante équipe belge. Le premier revers de l'ère Fautou en qualification ne remet pas tout en cause, mais les Bleus sont désormais 3e de leur poule avec 3 points. La Hongrie fait pour le moment la course en tête avec 4 points, suivie par la Finlande. Allez, c'est bon, c'est ton moment. Tu vas plus suivre nos voisins du TLM et on parle volley. C'est ça. Il fallait suivre BeIN Sport 3 ce soir pour regarder TLM, le Tourcoing Lille Métropole affronter Tours. Les nordistes se sont imposés 3-7-2 avec un match extrêmement serré, en témoigne le score du tie-break. Accrochez-vous 15-13. Avec cette victoire, les Noirs et Verts doublent leur adversaire du jour et se retrouvent 2e à 1 point du leader Montpellier. À noter que les Tourquenois avaient une revanche à prendre puisqu'ils avaient déjà perdu 2 fois contre ces mêmes Tourangeaux en début de saison. Une fois en finale, en Supercoupe et la deuxième fois au premier tour de la Coupe de France. Mais c'est pas tout. Deuxième information sur Tourcoing, puisqu'ils ont aussi joué dimanche face à la Lanterne Rouge Chaumont. Ils se sont là aussi imposés sur le score de 3-2, qui semble leur réussir. Et nous pouvons surtout retenir de ce match la performance magistrale du pointu tourquenois Venislav Antov, qui a inscrit 45 points lors de cette rencontre. Le Bulgare établit le nouveau record de points sur un match en Marbara Spike League, le premier niveau français. On n'a pas retrouvé mieux tout simplement dans les archives. Et pour finir avec les sports collectifs, nous partons aux Émirats Arabes Unis, puisque ce week-end avait lieu le premier tournoi des Seven Series à Dubaï. Pour rappel, c'est une compétition de rugby à 7 qui se déroule dans le monde entier, où 8 nations s'affrontent sur 6 tournois de novembre à mars. Cela permet de classer les équipes avant 3 étapes dites championnats du monde qui ont lieu juste avant l'été. Pour son entrée en lice, l'équipe de France masculine a terminé au pied du podium, battue par l'Australie en demi-finale, puis par les Fidji lors de la petite finale. Tandis que l'équipe de France féminine a elle fini 7e, en terminant par une large victoire face aux Anglaises, 46-5, ce qui fait toujours plaisir. Ce week-end, c'était aussi le retour des internationaux en top 14. Nous pouvons retenir de cette journée la victoire de Pau, toujours plus impressionnant, 53-33, face à La Rochelle, réduite à 10 dès la première minute de jeu. Le club du Béarn continue son excellent début de saison et se retrouve désormais 2e au classement. De son côté, le leader Toulouse s'est lui aussi imposé avec un festival offensif, 48-24 face au Racing 92. Ce match était très particulier puisque c'était le retour d'Antoine Dupont après 266 jours d'absence. Il est rentré à la 50e minute sous l'ovation du public. Pour rappel, le demi-mêlée avait subi une rupture des ligaments croisés en mars dernier face à l'Irlande. Ce match était surtout l'occasion de rendre hommage au centre néo-zélandais Pita Aki, qui disputait son dernier match avec le Stade Toulousain. En 7 saisons, il a décroché 2 Champions Cup et 5 boucliers de Brennus, ce qui fait de lui une légende du club. Il quitte ses partenaires pour retourner dans son pays natal, la Nouvelle-Zélande. Et ça fait plaisir, notamment pour ce petit retour de Toto Dupont. Vous, ça vous réjouit de savoir que est-ce que c'est pas le meilleur moment aussi pour lui de se remettre en jambes avant 2026 et le tournoi Destination, on risque de le récupérer. Il va avoir du temps en tout cas pour pouvoir se remettre en jambes. C'est vrai que c'est le bon moment. C'est pas le début de saison, mais c'est pas trop tard en tout cas. Ah, justement, peut-être que l'intensité est aussi retombée un petit peu par rapport à ce sentiment de vouloir attaquer fort le championnat. Et puis, est-ce que pour autant, un Antoine Dupont qui vient de rentrer en jeu, comme on l'a dit, pour son retour, vous le voyez forcément titulaire ou non, au contraire, encore un peu ménagé pour les prochaines échéances? Je pense que vu l'effectif du Stade Toulousain, ils peuvent se permettre de ménager un peu Dupont. Il y a quand même des alternatives à son poste. C'est l'une des rares équipes qui peut se dire Je pense que vraiment, on a qui sur le port? Toto Dupont? c'est extrêmement rare de pouvoir faire ça. Je pense qu'ils peuvent le faire. Et pourquoi pas revenir progressivement pour Antoine Dupont. Un peu comme Dembélé avec le PSG en Ligue 1 par exemple. Ah ouais. Avec des entrées en fin de match et pour 6 mois titulaire. Exactement, on peut faire les petites analogies. C'est ça. Aubin, tu suivais aussi. Moi, je suis totalement d'accord avec eux. Pour moi, même Antoine Dupont, là, on a vu sur son dernier retour, il a été bon. Donc, c'est très bien pour lui qu'il soit dans une bonne forme pour ce retour. Et donc, on espère le meilleur pour lui. Ouais, on espère. Et puis surtout qu'il puisse aussi retrouver. Ça voudrait dire pour lui quand même que s'il revenait en sélection, ça serait pour le tournoi. Donc là aussi, peut-être à voir, mais dans les mécanismes, dans les relations avec ses joueurs, on se doute que Antoine Dupont. On n'a pas de frayeur, mais c'est à noter en tout cas qu'il n'a pas pu faire cette tournée d'automne et que de ce fait, s'il était sélectionné avec le 15 de France, c'est tout de suite tournoi à destination. Mais on l'espère au rendez-vous en février. Et ce sera qui en ouverture? C'est l'Irlande. Ça sera l'Irlande et ça sera, tu sais, ce match anticipé un petit peu à cause des JO d'hiver, à cause de la cérémonie d'ouverture. On aura en plus une première journée le jeudi soir.
Ah oui. Ça risque de piquer un peu. Ouais, Faut y aller doucement. Faut... Là, il y aurait une vraie question. Parce que si c'était le Pays de Galles, on aurait pu dire Non, on non, peut non, faire non, rentrer Dupont à la T'es fin. obligé d'attaquer tout de suite dans le dur. C'est Il dur. faut le choyer. Exactement. En parlant de JO d'hiver, on va basculer un petit peu sur nos sports blancs comme neige avec, évidemment, on en a fait un hors-série spécial. Je fais aussi la petite pub ici du CSC. Le retour du biathlon, Arthur. C'est ça, nouveau changement d'ambiance puisqu'on passe à l'ouverture de la Coupe du Monde de biathlon à Östersund en Suède. Cet après-midi a eu lieu la première épreuve individuelle femme et c'est l'Italienne Dorothea Wierer qui a devancé de seulement 3 dixièmes la Finlandaise Sonia Leinamo. Les deux Françaises Camille Benet et Lou Jean Monod complètent le classement. Camille Benet et Lou Jean Monod sont donc respectivement 3e et 4e au classement de la Coupe du Monde derrière la vainqueur du jour Dorothea Wierer. Ce samedi avait aussi lieu le relais femmes et c'est la France qui s'est imposée. Ce relais s'est décanté dans le dernier passage. La tricolore Lou Jean Monod, la même qu'en individuel bien sûr, a été impériale lors de son relais. Elle a relégué la menace italienne à plus de 13 secondes sur la ligne d'arrivée. De leur côté, les hommes ont eux terminé 2e derrière la Norvège tout en gardant à distance la Suède. Les Français, qui comptaient plus d'1 minute de retard avant le dernier relayeur, ont profité des erreurs au tir du Norvégien Christensen pour revenir à 10 secondes. Malheureusement, cela n'a pas suffi et le tricolore Éric Perrault accusa près de 15 secondes de retard à l'arrivée. Le dimanche, les tricolores ont terminé 3e au relais mix grâce au bon dernier relais de Camille Benet. Un peu plus tard, les Bleus ont confirmé leur supériorité et remporté le relais mix comme la veille. Un récital de Lou Jean Monod, parfait au tir, a bonifié le précieux travail de ses 3 coéquipiers. Avec 5 podiums en 5 courses, dont 2 victoires, les Français signent une superbe entrée en matière. Que demander de plus? Pour le coup, c'est vachement réussi pour nos petits Français. Et on aura l'occasion de suivre jusque mars prochain les 9 étapes de Coupe du Monde et surtout, comme je le soulignais, les Jeux Olympiques, la petite parenthèse olympique qu'on espérera traiter dans le CSC. On enverra peut-être quelqu'un à Milan, je verrai si j'ai des tickets de vacances pour aller dans les Alpes. Et on finira avec un double volet sport mécanique, Arthur. C'est ça, donc quittons les montagnes enneigées pour partir au Qatar, puisque ce dimanche s'est déroulé le 23e et avant-dernier Grand Prix de la saison de Formule 1. Et il a tenu toutes ses promesses. Max Verstappen s'est imposé devant Oscar Piastri, Carlos Sainz et Lando Norris a lui fini 4e. Le Grand Prix a basculé dès le 7e tour lors d'une collision entre Nico Hülkenberg et Pierre Gasly, qui a obligé le passage de la safety car. À ce moment-là, Oscar Piastri était en tête de la course, tandis que son coéquipier Lando Norris était lui 3e derrière la menace Max Verstappen. Alors que toutes les écuries ont rappelé leurs pilotes au stand pour changer les pneus qui étaient limités à 15 tours, McLaren en a décidé autrement et a laissé ses pilotes sur la piste. Ce choix stratégique s'est ensuite révélé être le mauvais puisque Verstappen a profité de l'arrêt au stand forcé de l'Australien au 42e tour pour prendre la tête et ne plus la lâcher jusqu'à l'arrivée. Le quadruple champion du monde s'est donc imposé en décrochant par ailleurs sa 70e victoire en Formule 1. De leur côté, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont eux été, plus décevants puisqu'ils ont terminé dernier et avant-dernier de ce Grand Prix. Le titre se jouera au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Le leader Lando Norris n'a plus que 12 et 16 points d'avance sur ses concurrents directs. Et pour finir par ces résultats, nous partons en Arabie Saoudite avec une petite note de rallye puisque Sébastien Ogier s'est imposé. Le pilote originaire de Gap a conquis ce samedi son 7e titre de champion du monde en Arabie Saoudite. Il n'avait pas besoin de s'imposer, il devait juste, entre guillemets, terminer devant Elfyn Evans et lui reprendre 3 points qu'il avait de retard par rapport au championnat du monde. Avec son copilote Vincent Landé, ils ont parfaitement réussi à dompter le parcours saoudien qui était semé d'embûches. Le pilote français a fini 3e de l'épreuve, derrière le Belge Thierry Neuville et le Nordiste Adrien Fourmeau. Au final, il devance au classement son adversaire gallois de 4 petits points, ce qui suffit à son bonheur. À noter qu'Ogier a été sacré champion du monde en faisant l'impasse sur 3 rallyes cette saison, ce qui n'est pas rien. Avec ce 9e titre, il égale la légende Sébastien Loeb, qu'il pourra dépasser la saison prochaine. Avec 19 titres, la France est bien sûr le pays le plus titré. Alors moi j'ai une petite question pour vous, c'est quoi la performance du week-end? Le 9e titre de Sébastien Ogier ou alors la victoire de Max Verstappen face aux 2 McLaren? Pour finir ces résultats, Sportco, est-ce qu'on est chauvin? Moi, je tiendrais quand même Sébastien Ogier. C'est quand même énorme. Hein. 9 titres individuels, c'est quand même quelque chose. L'égal de Loeb. Et c'est acté. C'est aussi beau. Et c'est acté. Verstappen, c'est juste l'espoir. C'est peut-être un peu plus beau, parce que du coup, on aura encore une dernière course. Mais oui. En fait, on est déjà tous tournés vers Abu Dhabi. Oui, c'est un petit teasing pour la dernière course. Ouais. On aime ça. Tu rejoins Arthur?
plutôt d'accord avec vous. Ah bah voilà, et voilà, on est chauvin ici. Merci Sébastien Ogier, merci du coup. Petite musique justement, je creusais pour faire un petit clin d'œil à Sébastien. Petit groupe pas du tout connu qui s'appelle Phoenix. Peut-être que certains ici, vous êtes peut-être trop jeunes sinon pour connaître Rocker de Phoenix avec la chanson Rallye. Je me suis dit bah voilà, pas mieux que de parler de WRC avec là une chanson de rallye. On se retrouve dans un très court instant, on vous laisse en musique pour la suite du CSC. C'était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6. Vous êtes de retour en direct dans le Campus Sport Club. On vient d'écouter Rallye du groupe Phoenix. On me faisait aussi le clin d'œil, bien sûr, que c'était groupe qui était présent lors des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris, tout simplement. Adrien Linculte avait oublié cette donnée. Il était fixé sur Angers, surtout. Allez, on enchaîne tout de suite après les résultats d'Arthur. Place aux news, signé Aubin. De la promotion d'Adjar aux tensions niçoises, ne ratez rien de l'actu sport grâce au CSC. Et on fait des belles promesses, Aubin, ce soir. C'est vrai? Tu te dis de rien. C'est super, alors. On ne loupera rien normalement grâce à toi. Eh ben, on va rien louper. Je vous le promets. On va rien louper. On était déjà dans l'univers de l'automobile sur la fin des résultats. En fait, on y reste grâce à toi. Oui, on débute tout d'abord cette rubrique News avec une promotion de taille pour Isaac Hadjar. Le Français de 21 ans sera le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull pour la saison 2026. L'actuel pilote de Racing Bull succède à Yuki Tsunoda qui n'a pas été reconduit dans l'écurie après des performances jugées plus que décevantes. De son côté, le petit Prost, comme il est appelé, a brillé pour sa première saison en F1 avec notamment un podium lors du Grand Prix des Pays-Bas fin août dernier. Son arrivée dans l'écurie rouge et bleu apparaît donc comme une évidence aux yeux de beaucoup d'experts. Je me tourne vers vous, les gars. Hadjar mérite-t-il donc sa promotion chez Red Bull? Est-ce que c'est un bon choix déjà pour sa carrière et d'accepter ce contrat? Moi, je pense qu'il se met à l'abri déjà avec ce contrat, mais je pense pas forcément que ce soit un bon choix d'aller là-bas. Parce que là, il va devoir se mettre au service. Bon choix pour lui ou pour l'écurie, tu veux dire? Pour lui, enfin. C'est pas un bon choix pour lui, à titre personnel. Oui, parce que c'est le bac est maudit. Parce que c'est ça, en plus, il y a une légende de. J'ai pas assez d'infos pour en parler, mais. Ça sort les termes. Il va devoir se mettre au service de Max Verstappen. Bon, il va sûrement apprendre beaucoup à ses côtés. Ça peut être une bonne chose, mais je pense qu'il pourra pas avoir la liberté qu'il aurait eu dans une autre écurie. Ouais. Est-ce qu'il a pas aussi un tempérament assez solide, justement, pour s'affirmer, en tout cas ne pas baisser la tête et dompter la voiture aussi, ou en tout cas rester quelqu'un de fort chez Red Bull? Bah pour moi, c'est une bonne idée pour lui, puisqu'il va progresser aux côtés de Max Verstappen, qui est une légende de la F1. Ça peut être que positif de s'entraîner et de disputer ses grands prix à ses côtés. Donc à voir aussi, bien sûr, il y a peut-être des choses qu'on ne maîtrise pas aussi de notre œil très extérieur et de notre œil de suiveur par la télé de la Formule 1. On n'est pas dans les backstage. À voir à quel point aussi chez Racing Bulls, bien que ce soit l'équipe bis de Red Bull, est-ce que tu as les contacts avec les mêmes personnes, avec les mêmes ingénieurs, avec les mêmes qualités de technique et d'outillage que ont Red Bull? Peut-être que lui aussi, il va être mieux entouré, bien plus entouré d'ailleurs qualitativement. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, on peut lui espérer. Il est quand même top 10 cette année en cours du championnat du monde pilote. Pour sa saison rookie, c'est beau. Il n'y a que Kimi Antonelli qui fait mieux chez les rookies, mais il est à bord d'une Mercedes qui roule bien. C'est quand même un plus gros calibre, quand même, une Mercedes comparée à une Racing Bull. Ouais, voilà, donc c'est assez normal aussi. Voilà. Très bon résultat. C'est le petit Prost, s'il nous fait une carrière à la Prost, par contre, ça va faire jaser. On change, c'est bon, on en a bien parlé des sports mécaniques, on passe au ballon rond, Aubin. Et oui, on va débuter pour une fois, pas avec le LOSC, pas avec le LOSC donc. J'en reparlerai dans quelques minutes notamment. On parle tout d'abord de la crise, la grande crise à Lille, à leur retour du match face à Lorient. L'équipe donc de Nice a été prise à partie dans leur centre d'entraînement par 400 personnes qui les attendaient visiblement. Plusieurs joueurs et membres du staff ont même dû être escortés à leur sortie du centre. C'est le cas de Florian Meurice. Jérémy Boga et Terem Moffi ont reçu de leur côté des dizaines de coups à la tête, au corps et dans les parties génitales avant de recevoir des insultes racistes. À leur sortie du centre, les deux joueurs ont bien évidemment porté plainte suite à ces agissements et ont déclaré on va y arriver. Bien sûr. Et on déclaré une période d'arrêt maladie pour une durée de 5 à 7 jours au staff de l'équipe. Donc les deux attaquants souhaitent
désormais partir du club. Ça a été notifié notamment aujourd'hui. Ces agissements sont bien évidemment absolument intolérables et doivent être sanctionnés par la justice. Ces violences sont même remontées aux plus hautes instances de l'État. Les deux attaquants ont reçu l'appel aujourd'hui de Marina Ferrari, ministre des Sports, qui condamne fermement ce déferlement de violence. Le prochain match face à Angers est classé à haut risque. Encore. Dans ce contexte de chaos, comme l'a titré l'équipe, Franck Hez, coach de l'OGC Nice, annonce d'ores et déjà que les joueurs joueront le maintien. Dans le contexte actuel, cette spirale négative n'est pas prête de s'arrêter puisque donc l'ancien Lensois a présenté ce soir une sorte de démission qui sera probablement actée d'ici demain aux joueurs. L'ensemble de l'équipe va donc devoir rebondir s'ils veulent espérer voir le jour en l'avenir dans l'élite du football français. On le rappelle, les Niçois se sont inclinés dimanche dernier et sont à leur 6e défaite de suite en championnat, 0 point en Ligue Europa. Alors cette image horrible que l'on donne aujourd'hui par ce déferlement de violence de la part des supporters niçois pourrait-il nuire selon vous les gars à l'image de la Ligue 1 et du football français à l'international? Du football ou des supporters, c'est de la mentalité française où ça donne un sale visage. Les supporters qui se comportent comme ça et même le club qui est même pas capable de protéger ses joueurs. Et après Nice, je pense qu'au niveau des résultats, il donne déjà une mauvaise image. Ça change pas tellement. C'est drôle, je l'aurais jamais vu venir, celui-là, en début de saison, de prétendre à ce que Nice soit dans un chaos, comme le titre de l'équipe, tu dis, dans un chaos aussi important. Nice en Ligue Europa, peut-être? Alors oui, parce que, pour aussi rappel, Nice a participé à la Ligue Europa la saison dernière, et pointé aussi avant-dernier, au fond du trou. Je sais plus, c'était la Ligue Conférence ou la Ligue Europa l'année dernière? Non, c'était la La Ligue Europa. La Ligue Europa. L'avant-dernier. C'est vrai que l'année dernière, ils étaient mauvais en Europe, mais ils continuaient à être bons en Ligue 1. Pour se requalifier pour la Ligue Pour se Europa, requalifier. pour se dire on va être mauvais, mais Bon, on cette va année, être c'est- bon en Ligue 1, pas tant Et que cette ça. année, c'est comme une bonne nouvelle pour l'indice UEFA de la France, je pense. Au moins. Deux. Nice ne sera sûrement pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors oui, mais du coup, Donc, en l'état actuel des choses, ouais. c'est pas bon ce qu'ils réalisent en Ligue Europa. C'est C'est sûr, ouais. triste, c'est pas Ouais, beau à voir. mais bon. J'espère qu'ils vont quand même gagner un match. Ouais, Les tout à pauvres. fait. Non, mais sincèrement, je l'aurais pas vu venir. J'aurais peut-être vu plus ce club comme Rennes être proche d'une crise, justement. Et là, ça va fort, et surtout pour Franck Hez, qui est pas un mauvais coach, et l'effectif niçois qui a perdu quelques grands joueurs, comme Guessant ou d'autres, mais de là à vraiment mal jouer au point de perdre tous ces matchs, je l'avais pas vu venir spécialement. Ici, peut-être que vous dites, non, Nice, c'est pas un niveau fantasque. Après, Non, pas fantastique. pour moi, le départ de Francaise serait la pire des idées, puisque ça entraînerait encore plus la spirale négative. Ah ouais. Parce qu'on sait que c'est un très bon coach, et c'est pour moi pas lui le problème. En tout cas, on verra. comme Aubin l'annonce, à mon avis, demain matin, c'est réglé. Hein, Ça sent mal. Ça sent mal cette On histoire en verra tout bien. cas. Ça sent mal cette histoire. On reste toujours dans le football. On a C'est d'autres ça. petites actus peut-être un peu. Et ben on continue sur une actu niçoise. Les Niçois qui réceptionneront Saint-Etienne à l'Alliance Rivera le 20 décembre pour ses 32e de Coupe de France. Un match qui, on l'espère, pourra relever le club dans une compétition où tout le chemin reste encore à faire. La transition est donc toute faite. Les tirages de 32e de finale de Coupe de France ont eu lieu hier et la magie de cette coupe tient encore ses surprises. Et il y a encore d'autres chocs d'ailleurs pour ces tirages et un choc Ligue 1 Ligue 1. C'est ça, oui, prenez votre carnet et un crayon, 3 dates à suivre pour ces 32e de finale. En entrée, le duel entre deux équipes de Ligue 1, l'AG Auxerre face à l'AS Monaco en 32e de finale. En plat, l'Olympique lyonnais qui se déplace à Saint-Cyr-Collonges, équipe de R1, une rencontre qui s'annonce exaltante au vu de l'écart de niveau entre les deux équipes. Et pour finir sur une note sucrée, le PSG qui rencontre Fontenay, pensionnaire de N3. Et pour ce qui en est de nos équipes nordistes, nos équipes locales, on est bien représentés aussi pour ces 32e. Oui, on commence avec nos petits poussés nordistes. L'Olympique Marc-en-Barreuil, équipe de pensionnaires de R1 en 6e division française, vont affronter les leaders actuels de Ligue 2, les Stack 3. Une autre équipe de banlieue lilloise figure parmi les grandes résistantes de cette Coupe de France. C'est Lycée Croix, club de National 3, qui vont jouer eux aussi une équipe de Ligue 1. Il s'agit du Stade de Reims. Un très beau tirage pour eux. Le Stade Bessunois, de son côté, va devoir se contenter de la réception de Sochaux, actuellement en National. Nos équipes de Ligue 1 se déplaceront du côté du RC Lens à quelques kilomètres d'ici pour affronter Feigny-Aulnois, équipe de National 2 bien connue de la Coupe de France. Et les Lillois se rendront en région parisienne pour jouer l'US Saint-Maur Lusitanos.
Et donc pour conclure cette rubrique, je reviens sur une décision qui a fait grincer des dents les membres du coach et de l'effectif lillois, mais aussi les supporters. Le prochain match des Lillois en Europa League face aux Young Boys de Berne, jeudi 11 décembre, ne sera pas diffusé sur Canal+, diffuseur habituel des matchs de Coupe d'Europe, ni nulle part en fait. La cause, le sponsor de leur adversaire, Plus 500, une société d'investissement, est classée à haut risque en France. Sa publicité est donc interdite sur les territoires depuis 2016. En conséquence, le sponsor des Young Boys ne doit pas apparaître à la télévision française. Plusieurs solutions sont actuellement mises en œuvre pour pallier à cette non-diffusion. Celle du floutage était une possibilité qui a vite été rejetée, car cette technique n'est pas au point, tout simplement technologiquement. Il reste donc aujourd'hui qu'une seule solution, à l'heure actuelle, celle que les Young Boys acceptent de retirer leur sponsor pour le match. Des décisions doivent donc être prises les prochains jours, les risques étant que les Lyonnais ne puissent eux aussi pas regarder le match, car une rencontre est aussi prévue dans leur calendrier. J'imagine qu'on aura le temps d'en réentendre parler d'ici leur match, Adrien. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, on espère aussi en faire un point dans l'actu du CSC. Et puis, pour finir, une petite touche d'athlétisme avec des récompenses à la clé. Oui, ce week-end a eu lieu la récompense qui récompense le meilleur athlète masculin et féminin par World Athletics, dans une cérémonie solennelle à Monaco. Sans surprise, c'est Armand Duplantis, auteur d'une saison stratosphérique avec 4 records du monde en compétition, et signé McLaughlin Levron, championne du monde sur 400 mètres, qui établit en établissant le record, le deuxième chrono de l'histoire, se rapprochant du vieux record de Marita Koch établi en 47 secondes. Et 6/10 a également été récompensé dans la catégorie féminine. Bref, les deux remportent ce trophée haut la main ce week-end dernier à Monaco. Et merci Aubin pour ce tour de l'actualité avec, vous l'avez entendu, je ne sais pas comment vous allez pouvoir suivre la Ligue Europa. Est-ce que vous voulez aller à Berne avec moi? On prend là aussi le train, l'avion. Sinon, j'ai envie de payer plein de voyages. J'ai envie d'aller à Milan, j'ai envie d'aller avec Berne. En tout cas, on va aller visiter les Alpes. Moi, je vous le dis, j'allais au Grand Bornand aussi. On en a parlé dans leur hors-série biathlon. Je vais aller faire les Alpes. Non, ici, c'est un peu toujours touchy, c'est un peu casse-pied pour nous, un public français, évidemment. Ouais, même pour Berne, je pense que ça les arrange pas non plus de pas être diffusés, donc ça profite à personne, cette situation. Il faut trouver un moyen pour diffuser ce match, s'il vous plaît. Le supporter lillois qui dit ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, mes confrères La Voix du Nord ont bien l'intention de faire un suivi en direct commenté du stade. Il n'y a pas de souci là-dessus. La belle pub au voilà, bon moment. Ah oui, j'en profite. C'est joli. Je suis de la maison quand même. Et merci en tout cas Aubin encore pour ces news. On va pouvoir attaquer pour les minutes à suivre le petit débat du soir, un débat un peu transversal, puisque ça fait aussi le sel de l'actualité. Il y a des tirages au sort à venir assez importants qui concernent nos équipes de France. Dès demain, vous pourrez retrouver et suivre le tirage au sort du Mondial 2027 de rugby. Eux, ils s'y prennent vachement en avance quand même, toujours. Ils sont bien organisés. Et vendredi encore, vous pourrez retrouver le tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2026. Là, ça va bien nous intéresser puisque c'est déjà dans un peu plus de 6 mois, 7 mois. Ça va être bouillant cette histoire. Tout ça aussi pour faire écho à ces deux compétitions. Au mondial féminin qui est en cours, j'avais une idée de question à vous, que je vous ai suggéré plus tôt dans la semaine, qui était sur la question de l'élargissement du nombre de nations participantes à ces grandes compétitions. La question est simple, est-ce qu'on est pour ou contre ces élargissements? De ce que j'ai cru comprendre, il y a pas mal de gens qui sont pour. Est-ce que vous pouvez dire en quoi passer, par exemple, pour la Coupe du Monde de football qui va inaugurer un nouveau format à 48 nations contre 32 auparavant, ou encore la Coupe du Monde de rugby qui va passer de 20 à 24 équipes, en quoi cela vous enchante-t-il, en quoi cela vous fait-il plaisir à voir? Les partisans du pour. Moi, je suis pour l'élargissement, mais jusqu'à une certaine limite. Attends, t'es déjà à dire pour, mais... Donc, je mets... Allez. Politicien. Ok, donc je dis pour. Non, mais si, tu peux, mais du coup, je Parce que- voulais vraiment un pour. Alors, pour, parce que vraiment, Non, ça qui- permet... mais est-ce que quelqu'un d'autre Ah a oui, pour, mais- peut-être? Parce que moi, j'ai un Pas pour, pour mais, moi. du coup. Toi, t'as un Moi, pour. je suis pas pour moi. Ah, mince. Ah ouais, ici? Non plus. Bon, ça va. Mais je vais pas faire le parti que du pour. Bah, Si. Alors moi je suis pour l'élargissement de cette Coupe du Monde. J'ai l'impression d'être le j'ai chef le pour et de, le chef contre de aussi. parti qui dit on va rester sur Malo alors dans ces cas-là. On va écouter d'abord son pour mais. Parce que, évidemment, ça permet à beaucoup de nations de participer. Curaçao, qu'on a vu cette année, par exemple. Curaçao. Curaçao, de participer à leur première Coupe du Monde. Mais jusqu'à un certain point, 48 équipes, je trouve que c'est un petit peu trop. D'accord. Il va y avoir beaucoup de matchs, surtout qu'on a vu cette compétition quand même en Amérique, qui va polluer beaucoup, avec des déplacements en avion notamment.
48 équipes, ça veut dire beaucoup de matchs en plus. C'est aussi coûteux pour les organisateurs. Moi, je pense que 32 équipes, c'était bien. Mais voilà. Il y a beaucoup d'avantages, mais 48, c'est quand même un peu trop. Donc, par exemple, dans le cas de figure d'une Coupe du Monde de rugby qui passe de 20 à 24, ce genre d'évolution, c'est plus raisonnable. Format te semble plus raisonnable. D'accord. C'est plus Maxime, est-ce que tu es déjà aussi. Alors moi, j'étais Tu dis que plutôt. t'es pas pour. Donc, Moi, j'étais contre au début et plus ça passe, plus je deviens pour. Oh non. Je suis à pour pour deux fois pour, quoi. D'accord. Mais en fait, je trouve que ça retire un peu la beauté des petits exploits. C'est-à-dire Curaçao, c'est cool parce qu'ils auraient jamais été en Coupe du Monde sinon. Bah pourquoi pas justement. Ils auraient été je justement, me dis ça aurait été plus beau. En fait, au vu de cette campagne-là, est-ce qu'il y avait besoin d'un élargissement à 48 pour qu'ils puissent profiter de ce ticket-là et quand même qu'on les retrouve dans une Coupe du Monde à 32? La question peut se poser aussi. Je trouve que c'est dommage justement de se retrouver avec des petites nations mais qui sont là, mais de toute façon, il y avait énormément de place. Alors que justement, quand il y a une ou deux petites nations qui sont parmi les meilleures du monde et qu'en plus elles arrivent à faire quelque chose, je sais plus, c'était le Panama qui avait perdu 6-1 face à l'Angleterre. Ils avaient mis le but du 6-1. C'était la folie, quoi. Et je trouve que ça rendait la chose plus belle. D'accord. Ok, là-dessus. Aubin. Justement, je rebondirais un petit peu avec toi. Moi, ce que je trouve surtout, c'est que c'est intéressant quand même d'avoir des petites équipes en Coupe du Monde. Déjà, c'est la première fois qu'on voit ça. Des équipes comme Haïti ou comme Curaçao qui se qualifient sur une Coupe du Monde aussi prestigieuse, c'est quand même notable. Et voir des petites équipes comme ça donne envie. Je pense que même pour des joueurs et des nations qui suivent un peu moins le sport, ils vont peut-être se retrouver derrière ces exploits et se dire si une équipe comme Curaçao, une équipe une île de 150 000 habitants peut se qualifier pour une Coupe du Monde, tout le monde peut le faire en fait. Chaque pays peut le faire. Et donc je trouve que ça peut être un énorme objet d'espoir, un message porteur d'espoir pour le football amateur et peut-être moins pro que on a l'habitude de voir avec le Brésil ou encore la France. J'en profite, là, je me tourne aussi vers Arthur, par exemple, peut-être pour défendre aussi un autre point à noter quand on parle de ces plus petites, on parle surtout donc de cet élargissement, ça concerne les plus petites nations comme vous le soulignez, donc des équipes aussi qui sont d'un niveau moindre et parfois nettement inférieur aux favoris, aux champions en titre ou autres. Par exemple, dans le cadre du championnat du monde féminin, depuis 2021 au handball, on est passé de 24 à 32 nations. C'est une ouverture aussi au monde du sport et à tous les pays et les continents, donc certains qui sont sous-développés dans certaines compétitions. Mais par exemple, quand je reviens sur tes résultats, Arthur, 43-18 contre la Tunisie pour l'équipe française et 47-21 contre la Chine, est-ce que là, on n'est pas aussi un peu désolé du manque d'adversité et des gouffres et des opportunités que ça peut donner à des nations qui sont déjà favorites de encore plus les favoriser? C'est ça le risque de ces petites nations, c'est qu'elles fassent entre guillemets tour d'échauffement face aux grosses équipes, notamment au premier tour. Donc on a exemple avec la Chine et la Tunisie qui servent juste à montrer la puissance offensive des Bleus et à se roder pour la phase finale. Après, pour moi, la question se pose suivant le sport. Par exemple, le rugby, ça peut être intéressant, parce qu'on sait qu'il y a des équipes dans les îles, les Samoa, on a la Belgique qui se développe. Ça peut être intéressant parce qu'ils sont pas beaucoup pour le moment. Et pour moi, Coupe du Monde à 48, ça fait quand même beaucoup. Là aussi, ouais, du coup, vient le nombre, jusqu'à quel nombre on peut pousser les curseurs? Pour vous, 48 pour la Coupe du Monde de football, on a touché un plafond là peut-être, ou parce que les projets de la FIFA sont de pousser à 56 voire 64 le curseur. Hein. 48 pour moi c'est déjà assez. Pour moi 48 c'est le bon nombre. C'est pour nombre. Alors j'aimais bien quand même l'ancien format. Je préfère même j'allais dire parce que l'ancien format. 48 c'est un peu un nombre un peu chiant quand même. Hein. Ouais, parce que on parle là de 48. Donc pour avoir des 16e de finale, il nous faut 32 nations. Donc il y en a 16 d'éliminés. Donc on a sur des formats, un tout nouveau format de poule de 3 équipes avec 2 qui passent aussi. Pareil, pour se qualifier en fait sur les premiers tours, ça a quasiment plus de valeur. Il n'y a plus de lutte finalement. Est-ce que c'est pas ça aussi le souci de lutte dans les premiers tours, tu veux dire? Ouais, pour vraiment le tour préliminaire en fait. Après moi je trouve que c'est un petit peu la magie, enfin pas la magie, mais un petit peu l'escalade dans une sorte de compétition où tu as quand même de l'adversité. Plus tu montes dans un classement, dans des tours d'élimination en fait, plus tu vas jouer de plus grosses équipes, et donc là justement ça va pousser les personnes à s'intéresser du début à la fin à des compétitions, et donc voilà, avoir peut-être
les petites équipes qui vont pouvoir jouer des grosses équipes et donc se mesurer aux plus grands, et ensuite d'avoir voilà, ces grandes équipes qui vont quand même pouvoir se montrer et donc dévoiler tout leur talent, notamment dans les phases finales. Il vient aussi la question d'ailleurs, avec plus d'équipes, plus de matchs pour les compétitions, parfois plus de matchs pour arriver au même stade, que ce soit la finale, les demi-finales. Est-ce que là aussi on n'est pas toujours dans cette problématique beaucoup plus globale au sport, de cette surenchère, du nombre de rencontres, de ce surdosage là de matchs? Si, Toujours. c'est l'idée. De toute façon, c'est plus d'équipes, plus de matchs. Arthur, il dit c'est l'idée en mode, bah oui, de toute façon, c'est le plan, hein. Les gars, on y va, on fonce. C'est Plus l'idée. de matchs, donc plus d'argent, plus de matchs retransmis à la télé. Quand on sait que les droits de la Coupe du Monde de football, c'est vraiment énorme. Ouais. On sait que les États-Unis, a priori, il y a un gros chèque à se faire avec cette Coupe du Monde. Donc il y a quand même cette arrière-pensée qu'il faut pas oublier, que si on ramène plus d'équipes, il y aura plus de matchs et donc plus d'argent à se faire. Et toi, t'es d'accord avec ça? Non. Pour moi, Je trouve que c'est un modèle qui a sa place. non. Pour moi, il fallait s'arrêter avant. J'ai plus l'ancien nombre. Avant 48, je sais plus. 32. 32. C'est une Coupe du Monde à 32, 8 groupes de 4, Et avec voilà. les 2 premiers qui se qualifient en 8e, et puis ainsi va la suite, ainsi va la vie. Et puis la beauté d'un mondial, c'était que c'était que tous les 4 ans, et puis que c'était toutes les meilleures nations s'affronter. Oui. Alors ça- pour l'instant, on est toujours à 4 ans. hein. Oui, Mais ça pourrait changer déjà. effectivement, là, le discours, en plus d'avoir 56 ou voire 64 nations, pour le football, en tout cas, c'est de passer à une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ça commence à devenir vraiment Ça abusé. perdrait cette saveur, cette rareté de la Coupe du Monde qu'on a de tous les 4 ans. Ouais. Ça passait à 2 ans, ça serait. Puis ça vient, serait ça terrible. rentre en conflit avec des compétitions qui ont déjà lieu à ces années paires. Donc, Pour moi, 4 ans, c'est très bien. ouais. Faut pas changer ça. D'autant plus, il y a 48 nations et qu'il Ouais. faut aussi tous les éliminatoires, tous les matchs qui vont avec. Hein. C'est aussi pareil, du coup, pour le fait de cet élargissement, ça a impliqué que même à l'échelle des qualifications, on a eu beaucoup plus de matchs puisque le processus est plus long ou est plus fouillé, puisqu'il y a plus de place à gagner, des nouveaux schémas de continent en continent. Ça, par contre, est-ce que vous aussi, pour autant, est-ce que les qualifications, il y ait plus de rencontres, plus de matchs, plus de duels, ça vous a poussé à regarder plus ou non? Justement, à l'inverse, tu dis j'en peux plus déjà, donc... Je sais pas. Après, Vous l'avez nous, pas suivi? Vous on l'avez est- pas subi, ça? on est français, donc bon, on T'as suivi que les matchs n'avait des pas Bleus. tellement de doutes sur le fait que la France allait participer à la Coupe du Monde quand même. Ouais. Mais Je parle dans un cadre plus fan du sport, Ouais, ouais. fan de la discipline. Tu vois, que même, Bah, les, je trouve- même les qualifications de rugby, où si tu veux vraiment suivre à l'échelle des qualifications Coupe du Monde, bah, tu as d'autant plus de matchs, donc tu peux t'éterniser à juste suivre des qualifications qui, à la fin, peuvent donner quasiment parfois les mêmes nations toujours en tête. Bah ça, je trouve ça pas mal, mais c'est pareil, on aurait pu faire la même chose avec là le petit tournoi en mars, mais dans une compétition à 32. En fait, on met moins de billets à donner et ça a encore plus de saveur. Je veux dire, l'Italie qui va remporter 2 matchs et qui va se qualifier, c'est peut-être un peu moins beau que si l'Irlande avait battu l'Italie et d'autres grandes équipes pour se qualifier. Je trouve que c'est toujours le problème de la saveur. Ok, ça marche. Moi, je voulais revenir aussi sur un Vas-y, autre. pour finir ce petit débat. On termine. Moi, je voulais revenir justement sur des petites équipes qui se qualifient et donc potentiellement dans ces phases de groupe des petites équipes qui jouent contre des petites équipes. Moi, je vois un petit peu le même modèle que la Coupe du Monde des clubs, c'est-à-dire que peut-être des petites équipes contre des petites équipes vont se rencontrer et les matchs risquent d'être moins intéressants et moins suivis, notamment dans les stades, comme on a pu le voir notamment lors des Coupes du Monde des En clubs. l'occurrence, ça reste encore quelque chose de protégé, puisque le tirage au sort, si vous suivez les tirages au sort, Mhm. bien sûr, de mercredi ou de vendredi, les nations sont réparties en chapeaux, évidemment, et donc des nations réparties dans le même chapeau Ouais. n'ont pas ou peu de chances de se croiser. Évidemment, par exemple, le cas de la France en rugby, chapeau 1 va pouvoir éviter Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, donc va aussi donner lieu à des confrontations de gros contre petits. Donc généralement, les petits eux-mêmes ne peuvent pas se croiser puisqu'ils vont être répartis dans les groupes des gros. Donc là-dessus, Ouais, ça- mais- c'est encore quelque chose de protégé. Ouais. Après, sur une Coupe du Monde de 48, je sais pas si toutes les grosses équipes vont pouvoir se partager toutes les petites. Oui, bah C'est ça après, il y a aussi, ce qu'on juge petite ou pas. Oui. Curaçao, c'est Voilà. Ça va? T'avais un dernier mot, Malo? Non? Non, ça. Super, ça m'arrange. Je t'avoue que ça m'arrange. 23h46, bientôt 47 sur Radio Campus Lille. On se quitte un tout petit peu en musique. Je fais le liant avec une chanson française et surtout ce qui va arriver après avec Maxime qui nous a pondu une belle petite part d'histoire. On replonge un peu dans le passé.
pour celles et ceux qui connaissent. Il était en direct avec nous ce soir sur Radio Campus Lille. Merci Jacques et merci Jacques Brel d'être passé pour son hit du moment Amsterdam. Évidemment, je rigole, je ne veux pas toucher aux sensibilités, mais on enchaîne tout de suite de retour en direct, 23h50 pile poil sur Radio Campus Lille. La fin de ce Campus Sport Club, bien sûr tout de suite avec le temps additionnel, avec une petite histoire de Maxime et les Immanquables. Et je rappelle à tout et à chacun que cette émission sera disponible dès ce soir minuit sur campuslille.com à retrouver en replay et demain évidemment sur YouTube, Spotify, Deezer pour les petits envieux. Mais place à un petit retour dans le temps encore comme avec notre Jacques. C'est la séquence historique présentée par Maxime. Il a couché l'empire du soleil levant à lui tout seul. Retour sur l'exploit du judoka Anton Gessink. Alors, si vous êtes auditeur, auditrice de Radio Campus et que vous savez déjà qui est Anton Gessink, je vous conseille quand même d'écouter ce récit un peu fou, déniché par Maxime. On replonge dans le temps, on remonte bien longtemps en arrière, pour le coup, Max. Et oui, repartons dans le passé, lorsque le mur de Berlin venait d'être construit, que Pelé commençait sa carrière et quand l'Italie participait à une Coupe du Monde de foot, une époque très lointaine donc. Un 2 décembre 1961, l'histoire d'un homme, Anton Gessink, a basculé devant les yeux du monde entier sa discipline, le judo, entré grâce à ses exploits dans une nouvelle ère. Créé en 1956, les mondiaux de judo masculin sont en plein essor à cette époque. Les Japonais écrasent tout jusque-là, ne laissant aucune médaille d'or à leurs adversaires. Jamais même, ils n'ont concédé ne serait-ce qu'un point en combat face à un étranger. En 1961, pour la première fois, les championnats ont lieu hors du Japon, hors de Tokyo, dans la salle Pierre de Coubertin à Paris. L'armada japonaise avec son chef de file Koji Son, champion du monde en titre, arrive en confiance pour décrocher la seule médaille d'or de la compétition. Mais dans la ville lumière, un géant hollandais d'1m98 pour 115 kilos était rempli d'espoir. Loin d'être inconnu, Anton Gessink titille les sommets depuis quelque temps sans pouvoir atteindre le Graal en l'absence du judo. Au JO de 1960, son profil atypique lui permet de pouvoir croire en ses chances en lutte gréco-romaine, mais malheureusement pour lui, il ne pourra pas les défendre. La CIO refuse sa sélection parce qu'il enseigne le judo. Le rendez-vous est donc pris un an plus tard, lorsqu'en l'espace d'une journée, il passe dans une toute autre dimension, où 3 Nippons se mettent en travers de son chemin, mais aucun ne l'empêche de décrocher la tant prestigieuse médaille d'or. En quart de finale, il faudra attendre la décision de l'arbitre au bout du combat, puisqu'il ne peut pas y avoir d'égalité en judo. Alors si les combattants ne se sont pas départagés durant les minutes à voir, l'arbitre doit trancher et récompenser le plus offensif et le plus respectueux des règles. Et à ce petit jeu-là, c'est l'Européen qui est récompensé, mais il retient bien la leçon. Il ne voudra plus jamais revivre un tel suspense. En demi-finale, il est expéditif pour se défaire de Takeshi Koga, d'un hippon autoritaire pour s'ouvrir les portes d'une finale de prestige face au champion du monde, Koji Son. Les Japonais venus en nombre dans la capitale française se font entendre dans les tribunes, ultra confiants quant à l'issue du combat. Mais rapidement, Son est figé, impuissant face à un Gessink entreprenant, plus grand, plus fort que son adversaire. Le Néerlandais insiste, et quand le champion du monde est projeté au sol, c'est toute une salle, tout un continent qui se lève et retient son souffle. Gessink immobilise son adversaire au sol et ne relâchera pas la prise pendant 30 secondes. 30 secondes interminables où la salle s'emballe, où le Néerlandais tient bon et au bout un nouveau roi du judo arrive. Parce que Gessink n'a pas seulement traumatisé un pays, il brise le mythe de l'invincibilité des judokas nippons. Il transforme par la même occasion les règles, puisque depuis ce jour, les combattants sont divisés en catégories de poids, en gardant bien sûr une case toute catégorie pour les phénomènes hors normes comme Gessink. Et donc, bien avant notre Teddy Riner national, Anton Gessink a lui aussi marqué l'histoire des tatamis, le premier à révolutionner le judo, parce que l'histoire du Néerlandais ne s'arrête pas là. Le géant a continué de déplacer des montagnes par la suite. 3 ans plus tard, les Japonais ont soif de revanche sur leur sol lors des Jeux Olympiques. Tout le Japon s'était mis sur son 31 pour les premières épreuves olympiques de judo de l'histoire. Mais ces 3 années n'auront pas suffi au pays pour trouver la solution face à un Gessink qui s'octroie l'or olympique en toute catégorie. L'année suivante, il sera pour la seconde fois champion du monde, cette fois-ci en catégorie de plus de 80 kilos, parce qu'il fallait bien trouver un moyen pour que les Japonais prennent l'or dans d'autres catégories.
Et donc ce 2 septembre qui va se finir dans un peu plus de 5 minutes n'est pas une date comme les autres en judo. C'est ce jour-là qu'un monstre du nom de Anton Gesink marqua les esprits et ouvrit la discipline à l'ensemble du globe. C'est une folle histoire, hein, les gars. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote, que c'est à cause de lui que le judo a créé les règles de poids à l'époque. Parce que le mec était trop fort, quoi. Incroyable. Il a tué le Japon à lui tout finalement. seul. Et Teddy Riner ensuite aura son invincibilité sur plus de 10 ans, il me semble. Hein, c'est ça, début 2010 à 2020. Incroyable, mais avant lui, Anton. Merci Maxime de nous avoir replongé il y a 64 ans. 64 comme l'année des JO de Tokyo qui ont vu s'introduire le judo. On fait le lien. Ok. On aime tout ça. Allez, il reste un peu moins de 5 minutes, comme tu le dis dans cette émission. Il est temps de laisser aussi la parole à Malo avec cette fin d'émission et les immanquables. Que regarder cette semaine sur les antennes sport, voici les immanquables dans le CSC. On a des championnes du monde en titre qui continuent leur petit parcours, Malo. C'est ça, on démarre ces immanquables avec le championnat du monde de handball féminin. L'équipe de France qui jouait en début de soirée vient de s'imposer, comme l'a dit Arthur en début d'émission, 42-28 face à la Pologne, et se qualifie donc pour la suite de la compétition en sortant de ce tour préliminaire invaincu. Le tour principal débute ce jeudi pour les Bleus, qui tenteront de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Pour rappel, la France emmenée par ses stars Tamara Horacek, Pauletta Fopa ou Lucie Granier est tenante du titre et fait office de favorite aux côtés de la Norvège. Les prochains matchs des Bleus seront à suivre en clair sur les chaînes du groupe TF1 ou bien sur Beansport qui diffuse l'intégralité de la compétition. Allez, on passe au ballon rond désormais. Et oui, on reste dans les sports collectifs avec la Ligue 1. Et donc le choc de cette 15e journée à quelques centaines de notre studio, au stade Pierre-Mauroy, où le LOSC reçoit l'Olympique de Marseille vendredi à 21h. En cas de victoire, les Dogs reviendraient à hauteur des Marseillais à la 3e place du championnat. Le match est à suivre sur Beansport. Autre match important du week-end, c'est bien sûr celui du RC Lens, qui compte bien rester leader du championnat, lors de son déplacement sur la pelouse de Nantes samedi à 17h. Un match à suivre sur Ligue 1+. Enfin, le PSG, désormais dauphin des 100 et or, reçoit le Stade Rennais, 5e, avec comme objectif d'engranger des points et se donner la chance de profiter d'un faux pas de son leader. Pour suivre ce match, rendez-vous samedi à 21h sur Ligue 1+. On reste encore un tout petit peu dans les JO, mais on va partir dans l'Ovalie, si tu veux bien, Malo, avec du rugby. Bien sûr, on a donc les fans de rugby qui auront eux aussi droit à leur compétition internationale, car la Champions Cup débute ce week-end. 8 clubs français sont engagés dans la compétition. Et on a donc au programme du week-end 2 chocs franco-sud-africains, avec Bordeaux-Bègles qui affronte les Bulls de Pretoria pour son entrée en lice samedi à 16h. Et le Stade Toulousain qui reçoit les Sharks de Durban dimanche à 16h également. Bonne nouvelle, les 2 affiches seront retransmises en clair sur France 2. J'ai également noté 2 autres rencontres dans la journée de samedi qui concernent notre club tricolore. Clermont jouera contre les Anglais de Saracens à 14h et La Rochelle contre Leicester à 18h. Les 2 matchs sont à suivre sur Beansport. Bien ne pas vous tromper, les Bulls de Pretoria et non les Bulls de Chicago. Un peu de sport mécanique, hein, on a parlé beaucoup d'OG, mais il y a une dernière épreuve de F1. Et oui, le dernier GP de l'année, le dénouement de cette saison qui se jouera dimanche lors du Grand Prix d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. 3 pilotes peuvent encore devenir champions du monde. Le leader Lando Norris qui compte 408 points et n'a besoin que d'un podium pour être sacré. Le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen, qui s'est imposé dimanche dernier, doit reprendre 12 points à Norris. Ou bien l'Australien Oscar Piastri, coéquipier de Norris, est revenu à 16 points du Britannique. Ce final de folie sera à suivre dimanche à partir de 14h sur Canal+. Et on finira avec une touche hivernale et des sports d'hiver, du biathlon évidemment qui se poursuit. Et oui, la saison de biathlon qui a démarré samedi dernier à Östersund en Suède. Les Français ont remporté le relais mixte dès le premier jour et auront des cartes à jouer cette année notamment, avec Lou Jean Monod ou Justine Brezas-Boucher chez les femmes, ou Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin chez les hommes. Après les relais en guise d'entrée le week-end dernier, place cette semaine aux courses individuelles. Demain à 15h30, on retrouvera l'individuel masculin après celui féminin disputé ce mardi après-midi. Puis direction les sprints femmes et hommes, vendredi à 16h et samedi à 16h30. Avant le bouquet final, dimanche, et les 2 poursuites à 13h20 et 15h20. Toute la compétition est à suivre gratuitement sur la chaîne L'Équipe, ou alors en payant sur Eurosport pour les abonnés. Ouais, pour ceux qui ont un petit peu d'argent et qui préfèrent aussi les commentaires Eurosport. Merci Malo pour ce riche condensé des immanquables. Toi, tu suivras quoi en particulier ? En particulier la Ligue 1 ce week-end, et puis l'Euroleague aussi. Allez, ça Donc, marche. voilà. Vous suivez aussi là-bas ?
Surtout la Ligue 1, moi. La Ligue Foot, j'aime 1. beaucoup le foot. Lille-Marseille aussi. Ouais, Marseille, je serai au stade. Et Bah, moi, je suis pas à fond F1, mais le Grand Prix d'Abu Dhabi, je pense qu'il faudra le regarder quand même. ouais, ça Ça à va être ne quelque pas chose, louper quand sur Canal. Ça ne pas louper. En tout cas, à ne pas louper aussi, normalement, la semaine prochaine, le Campus Sport Club qui revient en direct 23h minuit. D'ici là, il reste quelques secondes. Je vous dis, portez-vous bien. Bye bye tout le monde. On se laisse avec les musiques de la nuit.